À 2000 mètres d'altitude face à la Meije, sur la petite commune de Clavant, tout près de la station de l'Alpe d'Huez, le col sépare la vallée du Ferrand des gorges de Sarenne. Détruit par un incendie il y a un peu plus de 20 ans, son refuge, bâti au pied de la pente de la Combe du Loup, a retrouvé vie et splendeur grâce à Fabrice, un jeune ingénieur très amoureux de la nature. Donc moi, si tu peux manger en priorité les côtes, là, les parties en fait, les plus pentues, les plus pentues et herbées, ça m'arrange parce que ça va accrocher le manteau neigeux et on aura un peu moins de coulées. En fait, il faut bien leur faire prendre les courbes de niveau. Ouais. Ça fait des drailles, ça fait des micro-sentiers. Et ce micro-sentier, en fait, il tient le manteau neigeux. Et ça évite que les graminées fassent toit de chaume, une couche d'air entre le manteau neigeux et le sol, qui est hyper glissante et qui provoque les avalanches. C'est en 2003 que Fabrice André prend la décision de s'installer ici avec son amie Catherine et de reconstruire le vieux refuge abandonné depuis plus de 20 ans suite à un incendie. Pour cela, il lui a fallu convaincre le propriétaire, Marcel, l'ancien maire de la petite commune de Clavant, qui n'est pas resté insensible au discours quelque peu écologiste du jeune homme. Je ne sais pas si les écologistes, moi je les emmerde, parce qu'ils s'occupent de leurs affaires et nous des nôtres. Chacun doit bien savoir ce qu'il a à faire, non? Un peu. C'est plus du bon sens que de l'écologie. Et j'avais fait ça là-haut, et puis finalement, la jalousie de tous ces... La jalousie, c'est des bêtes, même pour des bêtes. Qu'un jour, on pourrait idée de m'y mettre le feu, voyez-vous. Comme ça. Comme ça. Désormais, la ruine de Marcel à fière allure, un refuge de 18 places entièrement pensé et construit par Fabrice. Cet ingénieur spécialisé dans les techniques agricoles est passionné par le développement durable. Qu'il s'agisse d'un four ou d'une gourde solaire, chacune de ses inventions est le fruit d'une de ses expéditions sur la planète. Au Ladakh, aux Zanskar, dans l'Himalaya, en Antarctique, et j'ai fait un tour du monde. Donc dans ce tour du monde, il a bien fallu s'adapter aux situations extrêmes. Il faut être très léger quand on va dans ces régions-là. Donc on a réussi à mettre au point une gourde qui permet de chauffer de l'eau à température pour pouvoir se faire un thé, une soupe ou réchauffer des aliments lyophilisés. Parce que le Soleil, c'est un astre qui a un business plan de 5 milliards d'années et qui, à mon avis, a plus d'avenir que les 50 à 60 ans de réserve pétrolière. Donc on s'intéresse au réchauffement des aliments. Entre autres, dans l'Himalaya, on voit qu'au Népal, la principale cause de déforestation, c'est pour la nourriture, parce qu'on coupe du bois pour pouvoir chauffer les aliments. Alors qu'on a un ensoleillement extraordinaire. Dans les pays d'Afrique, la déforestation est aussi en rapport avec le prélèvement que l'homme fait dans la nature pour pouvoir chauffer des aliments. Donc si la cuisson, on arrive à la faire au soleil, ce sera toujours ça qu'on prélèvera en moins dans la nature en matière de bois. Autre innovation de Fabrice, ce four prévu pour suivre seul la course du soleil et qui atteint en très peu de temps des températures avoisinant les 250 degrés. Un progrès considérable et peu coûteux pour les pays défavorisés. Toujours rechercher une technologie adaptée au milieu, une démarche que l'inventeur pratique depuis son plus jeune âge. Moi, quand j'avais un jouet, j'essayais ou de l'améliorer ou de l'adapter à mes besoins. Et puis, quitte à le casser ou à le détruire, à la première télévision, je l'ai démonté pour voir comment ça marchait. Et après, oui, c'est un état d'esprit, c'est une histoire de programme mental qui permet de ne pas se contenter de ce qu'on a et de le faire progresser pour répondre à des besoins. C'est ainsi que le refuge de Sarenne va devenir un véritable laboratoire. Éolienne, chaudière à gazéification, microcentrale, le chalet va bénéficier en quelques mois des toutes dernières technologies. Au fil des saisons, ce lieu va symboliser un nouvel art de vivre en harmonie avec la nature et avec soi-même. Notre cerveau, c'est 15e génération. Et les ordinateurs les plus puissants sur la planète actuellement, c'est 5e génération. Ça veut dire que dans la Sarenne, il va passer de l'eau avant qu'on ait fait un cerveau artificiel. Aujourd'hui,
le refuge du col de Sarenne a acquis une notoriété qui ne se limite pas aux simples randonneurs ou aux écologistes purs et durs. Un jeune couple a vécu ici toute une année, à 2000 mètres d'altitude, en utilisant simplement les ressources énergétiques naturelles que la planète lui a fournies. L'isolement en soi, il est qu'intellectuel. On n'est pas plus isolé au col de Sarenne qu'on ne peut l'être dans une rame de métro le soir en rentrant de son boulot. On a des rencontres et humainement des contacts avec les gens qui sont de passage qui sont beaucoup plus porteurs que les gens qui croient vivre au milieu d'une ville. On n'est pas plus isolé en montagne qu'on ne l'est au milieu d'une foule anonyme. Ce dont on est le plus fier, c'est d'être capable de s'adapter aux contraintes climatiques, environnementales et même politiques du milieu pour pouvoir survivre. Une démonstration qui interpelle tous ceux que l'avenir de notre terre préoccupe. Un défi en 4 saisons que cette semaine, nous allons vous conter en 4 épisodes. La truffe de l'Oison, ils appellent ça. Le problème qu'on a à 2000 mètres, c'est qu'on ne sait jamais si la pomme de terre est arrivée à maturité ou pas. Donc le seul moyen de le vérifier, c'est de voir si la peau reste solidaire de la pomme de terre ou pas. Là, c'est limite quoi, pour la conservation. S'adapter, toujours et encore au monde qui vous entoure. Vivre en altitude impose le respect. Respect de la nature, symbiose avec l'environnement. Ici, cultiver son potager prend tout son sens. Avec la récolte, l'été vient aussi la sanction. Car en haute montagne, on ne cultive pas comme en plaine. Complètement, ici, il faut anticiper les intempéries, il faut anticiper les phénomènes de gel qui sont répétitifs. On n'a que 100 jours hors gel par an. Donc il faut des plants qui soient principalement précoces et après adaptés à l'altitude. Ici, point d'engin motorisé. Point de pesticides, c'est le règne du sur-mesure, le domaine du bio, le royaume de la permaculture. Maintenant, on va aller à la sauge. La permaculture, c'est une culture spontanée en fait, de plants qui se sont introduits dans le sol ou par la germination naturelle ou par plants abandonnés l'année précédente. Donc là, on est en train de faire une sélection de plants qu'on sélectionne d'année en année pour pouvoir avoir nos semences. Puisque les semences qu'on récupère en bas ne sont pas adaptées ici. Les résultats sont encourageants. Près de 2 tonnes de pommes de terre en une récolte. De quoi assurer les besoins de 20 personnes sur une année. On nous a dit les tomates à 2000 mètres d'altitude, vous plaisantez, c'est impossible. Puis quand ça gèle, ça reprend plus, c'est foutu. Ben, on a quand même des tomates. En fait, le milieu n'est pas hostile. Il faut simplement le connaître. Il suffit de bien vouloir apprendre et retenir les leçons de Dame Nature. Sarenne, c'est un peu comme une école. Une école de l'harmonie, de l'observation, de l'adaptabilité. On apprend beaucoup. L'année dernière, la deuxième récolte de pommes de terre, on avait beaucoup de pommes de terre qui avaient été un peu entamées. Et on s'est dit, on partage avec les rongeurs qui étaient là. Cette année, on a observé qu'il y avait plus de faucons cresserelles. Je pense qu'il y a un équilibre qui s'est fait. On a moins de pommes de terre rongées, peut-être un petit peu moins de rongeurs. C'est comme ça que ça se fait. On observe, on accepte les choses comme ça.
À quelques pas du potager, la cuisine. C'est ici que les produits du jardin s'expriment pleinement. Même sans être connaisseur, le randonneur saura apprécier la fraîcheur des légumes, les saveurs incomparables du bio. Tout se passe bien? Alors, pommes de terre du jardin avec une petite sauge du jardin, petite feuille de vigne, tarte chèvre basilic avec les chèvres du voisin. Car à Sarenne, le bien manger, c'est aussi un moyen de faire passer le message. Mais par contre, on fera jamais avec du Wi-Fi de l'internet, on fera jamais des carottes aussi bonnes. Hein, je vous le dis. Non, sûrement pas. Non. Elle est protégée de la neige. Donc, est-ce que là, ça te convient là? Ouais, un peu plus vers toi. Ouais. Là, ça va être parfait. Il me semble que ça va Là, être c'est bon? Ouais. Bon, là, moi, Le Wi-Fi et l'Internet. Même perdu en plein cœur des Alpes, le monde moderne ressurgit. Ne vient-il pas tout gâcher dans cet espace préservé? Non, pas du tout. On vit premièrement avec son temps. L'Internet aujourd'hui est aussi indispensable que le téléphone au début du siècle. Et enfin, ça permettra aussi de développer d'autres activités autour du refuge, parce que vivre à 2000, c'est un défi, et c'est un défi qui ne peut se réaliser que grâce à plusieurs ressources. Si on ne veut pas que les campagnes se désertifient, le premier moyen pour éviter la désertification, c'est aussi d'amener l'Internet et des outils de communication pour pouvoir travailler à domicile. Demain, on regardera davantage l'Internet, on passera plus de temps sur Internet que devant son poste de télévision, et c'est avant tout un outil de travail. Les derniers coups de pelle mécanique avant que l'été ne s'achève et que le sol ne gèle. Il ne s'agit pas d'une piscine, mais d'un bassin où seront filtrées les eaux usées, toujours dans l'esprit du développement durable. Pour l'instant, on filtre les matières organiques par compostage, donc de la partie supérieure du jardin. Et puis il y a toujours des jus, et ces jus, on ne veut pas les remettre dans l'environnement sans les avoir filtrés de manière intégrale. Donc on aura un bassin de rétention qui va nous servir pour la sécurité hivernale en période pour l'incendie, puisqu'on n'a pas de bord d'incendie, on n'est pas raccordé. Ça va nous servir de bassin d'agrément paysager, entre autres pour les oies et pour nous. Bien sûr, pas de bâche plastifiée pour assurer l'étanchéité, mais une toile tissée avec de l'argile. Toujours ce respect de l'environnement. Au retour du printemps, on pourra même s'y baigner, mais ceci est une autre histoire dont nous reparlerons après l'automne et l'hiver. Il peut arriver tout doucement ou par surprise, du jour au lendemain. L'automne au col, c'est une ambiance bien particulière qui accompagne l'avènement d'Éole. Et ce vent, qui court sur les alpages à la vitesse d'un cheval au galop, c'est d'abord et avant tout une énergie gratuite qu'il convient d'exploiter. Il n'y a pas d'erreur possible, c'est ouest ou est. Il n'y a pas de Voilà. problème. Le vent, il n'y a jamais en face, il vient ou comme ça ou comme ça. Ouais. C'est pas comme une éolienne à hélice qu'il faut qu'il se réaligne dans le vent quand le gisement du vent a changé. Il s'agit d'un nouveau procédé, une éolienne omnidirectionnelle à axe vertical et à géométrie variable. En clair, moins il y a de vent et plus la voilure métallique s'ouvre et inversement. Ceci offre plusieurs avantages, d'abord une meilleure intégration dans le paysage et surtout une très bonne résistance aux fortes rafales de vent très fréquentes dans ce milieu extrême. Quand les dépressions arrivent, il y a toujours du vent. Une dépression, elle n'arrive jamais sans vent. Et nous, on a toujours un déficit d'ensoleillement. Donc, on va compenser ce déficit d'ensoleillement par l'énergie éolienne qui va recharger le parc batterie.
Juste sous l'éolienne, un autre chantier, l'écurie des chevaux. Dans un souci évident de préservation du paysage, elle sera totalement enterrée. Les Mérovingiens, ils appliquaient cette même technique, si ce n'est qu'à la place de la bâche géotextile,